Les puissants ont peur des réseaux sociaux. Et je pense que l'on pourrait remonter à l'affaire Dreyfus et voir quelque chose de similaire se produire, où les agences de renseignement et l'armée étaient terrifiées par les intellectuels publics. Émile Zola, le romancier, était célèbre pour son éditorial dans le journal « J'accuse ». Et cela a vraiment transformé le mouvement en faveur de Dreyfus. Mais c'était une nouveauté. Les intellectuels publics n'avaient pas autant d'influence. Dreyfus était un homme libre après 12 ans de lutte, ce qui, soit dit en passant, est le même nombre d'années que Julian Assange a été détenu, de 2012 à cette année. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today I'm Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec deux collègues qui sont en fait avec moi ici au Japon. Nous avons Dennis Riggs qui est maître de conférences et chercheur à l'université Seijo de Tokyo et Johan Edebo qui travaille comme professeur associé en philosophie à l'université d'Uppsala en Suède, mais qui passe actuellement une année sabbatique ici. Ils ont récemment écrit un article très intéressant dans lequel ils introduisent un phénomène qu'ils appellent le bel épochisme. Cela explique pourquoi certaines des tendances sociales que nous observons aujourd'hui rappellent tant les attitudes de la fin du XIXe siècle. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Dennis, Johan, vous avez inventé cette expression « bel épochisme ». Au début, je pensais que vous inventiez simplement un mot parce qu'il est toujours bon d'inventer un mot en tant qu'académique. Mais ensuite, j'ai réalisé, en lisant l'article, que non, vous touchez vraiment à quelque chose ici, quelque chose que je n'avais pas entendu auparavant. C'est quelque chose qui a résonné en moi, parce que vous dites que la fin du XIXe siècle a un état d'esprit similaire à ce que nous voyons actuellement. Pourriez-vous expliquer un peu plus le bel épochisme? Peut-être que nous commençons avec Johan, puis Dennis. Quel est le point de tout cela? Donc, le concept est celui de Dennis. Il l'a inventé. Et je ne vais pas m'en attribuer le mérite. Je pense que nous convergons vers la même idée ici. Et permettez-moi peut-être de commencer par le mauvais bout, juste pour nous mettre sur la bonne voie. Un point que Dennis et moi soulignons dans un article à venir sur lequel nous travaillons, qui converge en quelque sorte avec ce que vous décrivez ici, est que la culture de l'Occident, très largement parlant, et notamment sa culture politique, est devenue progressivement moins diverse et plus monolithiquement alignée avec les intérêts institutionnels, avec la structure de pouvoir de la société, disons. Cela ne nie pas le fait de la polarisation. C'est plutôt quelque chose qui explique probablement beaucoup de la polarisation politique que nous observons. C'est un sujet très complexe, tout cela, qui touche à de nombreux types de faits et à de nombreuses disciplines académiques et à de nombreuses théories potentielles. Mais l'observation principale sur laquelle je pense que nous nous concentrons ici, tu pourrais ne pas être d'accord sur certains aspects, Dennis, mais l'observation principale, je pense, est qu'il y a cette intégration idéologique et politique claire, notamment parmi les couches dirigeantes de l'Occident. C'est comme si les élites et leurs institutions faisaient bloc, en quelque sorte, dans diverses politiques occidentales, et comment cela se reflète dans le rétrécissement idéologique du discours public, du paysage politique public. Et cela se reflète également dans l'intégration politique du public, et comment il tend à s'identifier à la structure de pouvoir dominante. Je pense qu'au moins quelque part ici se trouve la connexion entre le paysage politique et le paysage culturel des deux époques. Peut-être devrions-nous analyser cela. Dennis, pourquoi ce type de structure sociale que nous observons en ce moment, je veux dire que nous voyons à travers l'Occident collectif, est-il une forme d'intégration sans précédent?
C'est quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Ce dont vous parlez. Denis, pourquoi cela rappelle-t-il la fin du 19e siècle? Et à quelle période pensez-vous politiquement? D'accord, oui. D'abord, je dirais simplement que je suis d'accord avec ce que Johan a dit. Et je veux aussi mentionner que si quelqu'un est intéressé par l'article, il est publié dans le journal en ligne Propaganda in Focus et sur mon blog également. Je mettrai le lien ci-dessous. Mais de toute façon, je suppose que je vais revenir aux sources qui m'ont en quelque sorte donné l'idée de cet article. Je me suis concentré sur la fin du 19e siècle. J'ai une formation en études de la langue, de la littérature et de l'histoire française. Donc j'ai toujours été intéressé par cette période qui a commencé avec la chute de la Commune de Paris et la fin de la guerre franco-prussienne. Il m'est venu à l'esprit que beaucoup des produits culturels que nous consommons aujourd'hui, beaucoup de films, romans, biographies sur des personnes célèbres, fascination pour des événements célèbres comme le Titanic, le début de la Première Guerre mondiale et la création de la Réserve fédérale aux États-Unis ont tous eu lieu pendant cette période de 1870 à 1918. On disait que la Belle Époque se terminait au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Certaines des sources que je lisais et que j'ai intégrées dans ce document étaient, par exemple, Le fantôme du roi Léopold d'Adam Hochschild sur le Congo belge et Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Joseph Conrad's Heart of Darkness, I read that long ago. Je l'ai lu il y a longtemps quand j'étais lycéen. Et Histoire de l'affaire Dreyfus de Jean-Denis Brédin, Mark Twain écrivant sur l'âge doré. Et dans les années 1890, devenant un critique de l'Amérique, la Grande République se transformant en empire. Et il y avait aussi une interview que Chris Edge a faite avec un spécialiste de Proust nommé Justin Smith. Et cela m'a aussi fait réfléchir à ce que c'est que de voir la fin de la Belle Époque. La fin d'une ère que vous pensiez merveilleuse, et surtout pour Proust, qui entrait dans la vieillesse à cette époque où la Première Guerre mondiale a éclaté. Donc pour lui, c'était juste ce genre de moment tragique. Je suppose que les écailles tombent de ses yeux, vous savez, et ce sentiment horrible de perdre un monde qu'il connaissait. Et donc quand une période comme celle-ci se termine, c'est très différent pour une personne de 60 ans par rapport à quelqu'un de 20 ans qui n'a pas les souvenirs de cette période qui l'a précédée. Et donc je pense, oui, qu'il y a maintenant un écho entre notre Belle Époque actuelle et nous regardons en arrière sur l'ancienne Belle Époque originale pour renforcer nos croyances sur la période dans laquelle nous vivons. Et nous en tirons une certaine réassurance et un certain réconfort. En regardant ces histoires, ce qui est frappant avec la Belle Époque, c'est bien sûr qu'elle était belle, si belle, la Belle Époque. Elle n'était belle que pour un certain segment du globe, n'est-ce pas? Elle n'était vraiment belle que pour l'Amérique du Nord et quelques Européens, et même là, seulement pour un certain segment, car il y avait encore toute la classe ouvrière qui était essentiellement exclue de tous les échelons supérieurs de la société, n'est-ce pas? Et le monde colonisé entier était juste, légitimement, comme vous l'avez écrit à propos du Congo, dans un état horrible. Mais pour ces quelques personnes, c'était un conglomérat international d'élites. À cette époque, nous avons eu la première grande exposition universelle à Londres. Nous avons eu beaucoup d'événements internationaux. Nous avons eu le premier engouement pour le Japon vers 1905, avec Madame Butterfly, et l'enthousiasme pour la victoire du Japon sur la Russie dans la guerre. C'était le premier engouement pour le Japon. Et nous voyons des choses similaires en ce moment. Denis, pensez-vous que, psychologiquement, car vous écrivez sur cette psychologie,
ce que cette vision du monde de la Belle Époque fait aux gens. Pensez-vous qu'actuellement, nous voyons à nouveau des traits psychologiques que nous pouvons déjà retrouver au XIXe siècle? Oui, je peux escouler les segments d'articles 3 par Joanne. Donc, c'est pour répondre à une question. D'accord, Joanne Soplayer. C'est une question complexe, je suppose, mais c'est vraiment intéressant que vous souleviez ces aspects de l'émergence de cette cohésion culturelle et de cette vision du monde à la fin des années 1850. Parce que, comme vous le dites, c'est comme l'apogée de la domination coloniale européenne, n'est-ce pas? Il y a un optimisme significatif, du moins parmi les classes dirigeantes de la société. Et l'importance des médias et l'émergence des institutions de propagande reflètent cette vision très optimiste. Et vous avez une expansion technologique significative et de l'innovation. Et aussi, je pense de manière significative, la pénétration du matérialisme scientifique et d'une vision du monde séculière, qui se reflète dans les grandes expositions qui en découlent. Ce nouveau récit du progrès nous guidera en quelque sorte vers une utopie et élèvera ensuite les classes appauvries et les sociétés non civilisées à de nouveaux sommets. C'est un peu l'imaginaire social dominant. Et que nous le voulions ou non, je veux dire, il y a bien sûr des différences significatives par rapport à notre propre période. Ce n'est pas juste comme une image miroir ou un reflet en ce sens. Mais on peut soutenir, je pense, que les dernières décennies du XIXe siècle sont de manière pertinente similaires en termes de cet état d'esprit. Car à cette époque, vous avez la notion de Fukuyama, de la fin de l'histoire. Vous avez l'idée que le capitalisme et la démocratie libérale ont émergé victorieux. L'empire soviétique maléfique a été vaincu et il y a la notion générale qu'il n'y a plus de classe. Maintenant, il n'y a que le progrès. Un progrès infini vers l'utopie qui nous attend. Et c'est un peu le même sentiment que vous avez vu émerger à la fin des années 1800, qui a ensuite été réprimé en raison des réalités sociales du début du XXe siècle, mais qui a ensuite réémergé dans la période d'après-guerre. Je dirais que si vous avez une vision du monde dominante de ce genre, il est à prévoir que certains traits psychologiques parmi la population émergeront en conséquence. Au moins. Et ces effets psychologiques, Denis, tu dis que tu peux les retracer dans les films ou dans la culture populaire que nous voyons, n'est-ce pas? Et nous avons eu des films comme The Greatest Showman, etc. Et nous avons d'autres films qui remontent un peu plus loin, comme quelle était cette étrange série télévisée sur les aristocrates sur Netflix? Les aristocrates? Comme qui sort avec qui? Qu'est-ce que c'était? C'était aussi extrêmement populaire. Je ne suis pas familier avec ça, mais c'est toujours l'histoire d'un bon monde où les externalités n'ont pas d'importance. Seul ce qui se passe entre ces personnages qui se promènent en beaux costumes compte. Est-ce un trait du belle époquisme ou non, Denis? Oui, je pense que oui. Et aussi, il y a le choc quand les gens réalisent qu'il se passe des choses à l'extérieur et elles entrent de manière surprenante et captent l'attention des gens. Je pense que le grand exemple de la première belle époque est l'affaire Dreyfus, un petit scandale impliquant quelqu'un qui a été accusé et condamné pour espionnage en France. On ne penserait pas que cela deviendrait un grand scandale national capable de renverser des gouvernements. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est devenu un phénomène social aussi, où les gens ont pris parti très rapidement, avec des passions très fortes, et des amitiés se sont rompues, des familles se sont divisées en prenant l'un ou l'autre côté. Je pense que cela rappelle beaucoup le syndrome de dérangement de Trump que nous voyons maintenant, qui a commencé en 2016. Cela semblait sortir de nulle part, c'était inattendu, et cela a laissé les gens dans un état de choc.
and it's left people in a state of shock. Donc, l'argument est que nous sommes à la fin de la Belle Époque, n'est-ce pas? Nous nous dirigeons vers le point culminant ultime, qui, pour la Belle Époque, était la Première Guerre mondiale, ou la Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque. Oui, je dirais qu'il y a même un écho de cela exactement de 1914 à 2014, lorsque la présidence Obama a commencé son projet en Ukraine. Et peu de temps après, Trump a commencé sa campagne pour la présidence. Donc presque exactement un siècle d'écart, ces événements se sont produits. Oui. Le fait est que même avant la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens disaient que c'était dangereux. Ce que nous faisons est dangereux. La construction de ces alliances, les courants sous-jacents qui se déroulaient, les gens s'y opposaient, n'est-ce pas? Nous avons eu 2 grandes conférences de paix en 1899 et 1907, et elles n'ont pas été menées correctement. Et elles n'ont pas été faites par utopisme. Elles ont été organisées parce que, en particulier quelques personnes, et nous devons créditer le tsar Nicolas, qui a eu l'idée de celle-ci, pour dire, comme nous avons besoin de désarmement. Ce furent avant tout des conférences de désarmement. Cela a complètement échoué. Mais la conscience que ces armes existent et qu'elles pourraient mener à une calamité était présente, n'est-ce pas? Johan, quel serait selon vous le parallèle avec cela aujourd'hui? Je veux dire, nous comprenons que nous sommes dans une situation très dangereuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment mon domaine, et je suis un peu perdu pour donner une réponse raisonnable à cette question. Si nous avons des parallèles à cet égard dans la situation actuelle, je suppose que vous pourriez l'associer au tiers-monde et aux tentatives d'atténuer le conflit que nous voyons initié, notamment par les dirigeants du tiers-monde. Il pourrait y avoir un lien là. Mais je pense, pour revenir un peu en arrière, qu'il devrait y avoir un argument selon lequel une consolidation politique et culturelle croissante générerait une polarisation, dans le sens où, lorsque vous perdez la nuance dans la culture politique, vous vous retrouvez rapidement dans une situation où ceux qui s'écartent des récits dominants, ou ceux qui cherchent des réformes, ou autres, seront rapidement considérés comme non orthodoxes. Et la situation aujourd'hui, je suppose, est que vous êtes dangereusement non orthodoxe si vous vous écartez des récits établis. Et pensez-vous, je voulais juste vous demander, Denis, si vous pensez qu'il y a un parallèle avec cette polarisation qui émerge en lien avec l'affaire Dreyfus en France dans ce contexte, ou est-ce que c'est trop tiré par les cheveux? Oui, eh bien, je pense que la polarisation existait déjà, pas tellement dans l'affaire Dreyfus, mais dans la russophobie qui existait même à l'époque. Les gens en Europe occidentale pensaient qu'ils avaient inventé la démocratie libérale et que cela fonctionnait très bien. Mais la Russie était encore une monarchie et un empire, une autocratie. Et donc il y avait énormément de haine et de méfiance envers la Russie. En fait, Joseph Conrad, dont j'adore les romans, était polonais et avait pris la nationalité britannique, devenant un auteur célèbre écrivant en anglais. Mais si vous lisez ce qu'il a écrit sur les Russes, vous savez, il détestait Solzhenitsyn et les écrivains russes. Il n'aimait pratiquement rien de la culture russe. Il n'aimait pas le tsar et il n'aimait pas les bolcheviks, ne leur faisait pas du tout confiance. Donc c'était déjà très profondément enraciné à l'époque. Comment se fait-il cependant que même au sein de la Belle Époque, nous semblons trouver cette contradiction, selon laquelle, d'une part, oui, la Russie est un paria parce qu'elle est en retard. En même temps, la Grande-Bretagne était aussi une monarchie. D'accord, c'était une monarchie constitutionnelle, mais ils en étaient très fiers. Et cela a perduré. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris.
Pourquoi? Lorsqu'on parle dans le contexte asiatique de l'empire japonais maléfique, l'empire se déplaçait, l'empire prenait des choses. Mais quand on parle de l'empire dans le contexte européen, tout le monde se dit « Oh oui, c'était une bonne époque ». Et c'était déjà présent dans les années 1890 et au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, je ne voudrais pas le dépeindre comme une culture monolithique où tout le monde aimait la bourgeoisie. Il y avait beaucoup de critiques et beaucoup de bouleversements en cours. Une personne dont nous avons parlé dans l'article était Edmund Dean Morel et sa campagne contre le Congo belge. Au sein de la Grande-Bretagne, il a exercé des pressions sur les politiciens britanniques et mené une campagne massive. Il envoyait des bulletins mensuels à des milliers de citoyens britanniques qui écrivaient à leurs membres du Parlement, et cela est devenu international. Mark Twain s'en est emparé, et cela a finalement atteint le Parlement britannique, où ils ont adopté des résolutions et exercé des pressions sur la Belgique. Finalement, en 1909, Léopold a perdu son entreprise et son pouvoir. La Belgique l'a nationalisé et l'a transformé en un empire ordinaire. Mais il y avait de grandes contradictions dans tout cela, parce que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne avaient leurs colonies en Afrique. Et bien qu'elles n'étaient pas aussi horribles que le Congo de Léopold, elles commettaient certainement leurs abus et leurs crimes. Ces contradictions ont refait surface et sont revenues hanter l'Europe lors de la Première Guerre mondiale, lorsqu'elles se sont diabolisées mutuellement. Johan, comment pensez-vous que, ou laissez-moi le dire ainsi, vous avez fixé un cadre temporel spécifique, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, vous dites que les années 1870 jusqu'à 1914 reflètent en quelque sorte les années 1970 jusqu'à 2014. Pourquoi ces deux périodes? Until 1914 kind of mirror the 1970s until 2014. Why these two? Why not the end of the Cold War? Pourquoi pas la fin de la guerre froide? Pourquoi pas de 1989 à 2014, qui pour nous a été une période très paisible en Europe? Extrêmement paisible, extrêmement agréable pour grandir, n'est-ce pas? Avec beaucoup de calme et de stabilité, et de nouveaux gadgets chaque jour en tant qu'enfant et adulte. C'était une période très agréable. Et pourquoi la période plus longue? Why the longer period? Je suppose que c'est un peu une conjecture. Et il y a un argument selon lequel les parallèles sont plus évidents en relation avec la période après la fin de la guerre froide, etc. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion que, du moins ce que je cherche à exprimer ici, c'est que l'on observe une érosion de la résistance populaire, de l'énergie et du pouvoir des mouvements de réforme et de résistance populaire qui est enraciné dans les bouleversements culturels des années 50 et 60. À mon avis, ce processus de radicalisme de gauche vers la réforme et la révolution et la restructuration de la société se termine en quelque sorte dans les dernières années du XXe siècle. Vous savez, avec les manifestations contre l'OMC, l'UAR et le G8. Et donc, vous avez des années 50 et 60, ou peut-être début des années 70, une période où le pouvoir ou l'énergie de ces mouvements de réforme s'estompe et se termine finalement autour de l'an 2000, je pense. Après cela, la guerre contre le terrorisme et l'appareil de propagande associé catalysent vraiment cette consolidation de l'espace culturel, qui n'est encore une fois pas un phénomène monolithique. Mais la culture dominante devient beaucoup plus politiquement et idéologiquement consolidée. Pour faire le lien avec ce que Denis a dit précédemment, je pense que vous voyez une structure similaire dans la culture de la Belle Époque, originale à la fin du XIXe siècle. Pas comme un phénomène monolithique, mais vous avez ces mouvements politiques dynamiques
du milieu des années 1800, n'est-ce pas? You have these dynamic political movements of the like mid 1800s, right? And at the end of the period, you see for the first. Et à la fin de cette période, vous voyez pour la première fois comment il semble vraiment se cristalliser en outil de la hiérarchie sociale. Robert Michels écrit dans son célèbre livre, traduit par quelque chose comme Les partis politiques de 1911, comment l'oligarchie semble être une tendance des organisations complexes. Cette observation semble être accompagnée par la façon dont la culture, pour la première fois à cette période, devient un produit de consommation de masse servant à reproduire l'idéologie au sens marxiste du terme. Cela se reflète également dans la manière dont la culture de masse se révèle être restructurée pour servir le même objectif, probablement entre la guerre du Vietnam et vers la fin des dernières années du XXe siècle, lorsque le processus est en quelque sorte achevé et que la culture populaire devient si fortement idéalisée ou politiquement monolithique. Popular culture becomes so strongly ideologized or politically monolithic. Does that make sense to you? Cela a-t-il du sens pour vous? Oui, cela a du sens. Cela a du sens. Et je suis particulièrement intéressé par cet aspect, l'aspect de la propagande et l'abus de la culture populaire pour renforcer de plus en plus les élites au pouvoir. Parce que je pense que c'est quelque chose que nous voyons en ce moment. Et vous avez publié cet article dans un média appelé Propaganda in Focus. Denis, pouvez-vous établir quelques parallèles supplémentaires avec l'enracinement de, comment devrions-nous appeler cela, des tropes culturelles qui deviennent ensuite des structures de pouvoir que vous pouvez identifier? Oui, avant cela, je vais juste revenir en arrière et mentionner, je pense que 1970 est un bon point de départ pour cette époque, parce qu'il y avait un anthropologue français, j'oublie son nom en ce moment, mais il a prédit la fin de l'Union soviétique en 1975. Et vous pouvez voir que c'est à ce moment-là que les néoconservateurs en Amérique ont commencé, pendant la présidence de Carter, à planifier le projet néoconservateur, le projet néolibéral. Et je pense qu'il y avait une compréhension à Washington à cette époque que l'URSS s'affaiblissait et que cela allait bientôt se terminer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 80. De plus, Bell o'clock signifie également des changements technologiques massifs. Si vous revenez à l'original, il y avait tellement de changements dans l'électricité, la photographie, la médecine moderne et les techniques médicales, etc. Et puis dans les années 1970, il y a eu la révolution des technologies de l'information qui a duré jusqu'au début du XXIe siècle. Mais pour parler d'un renforcement, je le vois dans les produits culturels et les films, où vous savez, les histoires sur l'ancienne bourgeoisie de la belle époque originale étaient toutes basées sur la fille de quelqu'un devant se marier et trouver un mari convenable dans la bonne classe sociale, etc. Husband in the right social class and so on, or somebody's in crisis and they're in danger of falling. Ou quelqu'un est en crise et risque de passer entre les mailles du filet. Un exemple typique est Titanic, où il y a ce triangle amoureux, et la mère de la jeune fille est plus préoccupée par le fait qu'elle se marie avec le riche que la fille elle-même. Je pense que vous voyez cela reproduit dans les films et histoires modernes également. Le statu quo n'est plus vraiment remis en question. S'il y a une crise dans une famille de la classe moyenne supérieure, c'est l'histoire. Nous voyons la crise se résoudre et à la fin, tout revient à la normale. On peut soutenir que c'est un symptôme du bel épochisme. On pourrait aussi soutenir que c'est simplement une histoire éternelle. L'amour est éternel, donc il revient sans cesse. Les intrigues sont éternelles, donc elles reviennent sans cesse. Mais je pense qu'il est indéniable que certains produits culturels soutiennent davantage certaines structures.
Je veux dire, nous connaissons l'influence d'Hollywood et nous savons qu'Hollywood est explicitement soutenu et utilisé par l'appareil militaire américain. Vous savez, si vous voulez avoir accès à l'un de leurs avions pour filmer, vous devez leur soumettre le scénario. Nous savons tout cela et nous en avons des tonnes. Quel est ce film de chasseur avec Tom Cruise? That fighter jet movie with Tom Cruise. Oui, Top Gun. Top Gun, of course, and then Lady Gaga. Top Gun, bien sûr. Et puis Lady Gaga, qui fait une chanson à ce sujet. Et, vous savez, la glorification constante de l'armée. Et c'est quelque chose de très classique, n'est-ce pas? On trouve des tonnes et des tonnes de vieilles littératures dans lesquelles l'armée est toujours l'élite de la société et les héros, n'est-ce pas? Cela joue-t-il aussi dans votre belépochisme? Bien sûr, oui. Et je pense que ce sont des points importants que vous soulevez. Je pense qu'il y a un sens dans lequel le contenu des récits symboliquement importants et de la situation, a des effets clairs et distincts. Mais je pense aussi que nous devons réfléchir à la structure de la consommation et de la production culturelle, aux relations de production en termes de culture. Donc, je veux dire, pendant cette période entre les... Je ne suis pas exactement sûr de la décennie où je placerai le début, mais entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale, vous voyez la société de masse moderne émerger vraiment pour la première fois, et la fonction et la signification de la culture changent également pour refléter cette transformation. Ce qui à son tour, je pense, a d'immenses effets politiques en aval. Et je pense que l'art, le contenu de l'art à la fin de cette période, reflète également clairement ce processus. Parce que, d'une part, comme vous venez de le décrire, il est de plus en plus superficiel. Il est orienté vers la consommation. Il célèbre les modes de vie et les priorités de la classe supérieure. Mais d'autre part, si vous regardez le contenu de romans, comme ceux de Sigrid Undset, ou des œuvres comme Le Cri d'Edvard Munch, ces types de produits traitent de l'aliénation, du désespoir existentiel et du vide d'une société industrielle de plus en plus régimentée et stratifiée. Vous avez donc ces contradictions qui émergent du fait que le sens, la fonction et le rôle de la culture changent, notamment en raison des développements technologiques. Et un aspect politique important de tout cela, je pense, concerne l'espace limité pour l'intention populaire. Un ami à moi, John Sepling, a déploré la perte du théâtre dans l'arène sociale. Et son point de vue était que lorsque l'intentionnalité populaire dans la culture est réduite, ce qui est comme le théâtre, cet échange d'agents et leurs expériences uniques dans l'arène sociale, lorsque cela diminue, l'influence politique populaire perdra également du terrain en conséquence. Et je pense que c'est ce que nous observons à la fois dans notre période et dans la belle époque originale, en raison des transformations technologiques, notamment. Denis, où voyez-vous les parallèles? D'abord, je devrais juste mentionner le podcast de John Stepling. Johan et moi y avons tous deux participé récemment. Il s'appelle Aesthetic Resistance. C'est sur Substack. Donc je voulais juste en faire la promotion. Mais en termes de parallèles, je pense que lorsque je pense au divertissement moderne et aux films, je vois très peu d'histoires sur la classe ouvrière. La plupart des divertissements sont en quelque sorte aspirants. Je pense que si vous n'êtes pas de la classe moyenne ou supérieure, vous pouvez au moins regarder ces histoires et penser « peut-être qu'un jour je le serai ». Et vous pouvez facilement vous comprendre ou vous mettre à la place d'une personne privilégiée traversant un type de défi ou de crise dans la société. Et cela semble être le sujet des histoires d'il y a 100 ans, et même maintenant, c'est le produit d'Hollywood. Mais il y a quelques exceptions. Je pense que True Detective, dans la première saison, sortie en 2014,
est un exemple rare où l'accent était vraiment mis sur la classe défavorisée et les victimes de crimes, sans être, vous savez, ce qu'ils appellent la propaganda, une propagande qui rend simplement les forces de police héroïques. So would you say like that folk culture? Diriez-vous donc que la culture populaire est mise de côté? Parce que je dirais que des années 30 aux années 70, je ne suis pas un expert, mais vous auriez une représentation beaucoup plus distincte des couches inférieures de la société et des produits culturels populaires et folkloriques. Seriez-vous tous les deux d'accord avec cette simple observation? Would you both agree on that simple observation? Oui, je pense que oui. Et nous en avons beaucoup parlé dans le podcast Aesthetic Resistance, sur la façon dont les films des années 1930 et 1940 ont été réalisés par des émigrés européens et des gens de la classe ouvrière qui ont pu écrire leurs scénarios et faire produire leurs films sans beaucoup d'interférences des studios. Et c'était donc tout le genre noir qui sont aujourd'hui des classiques. Les gens les adorent, si Those Guide à nouveau. People love them if they go back and watch them. Maybe two questions, like to both of you. Peut-être deux questions pour vous deux. Pensez-vous que l'émergence des réseaux sociaux change quelque chose dans cette équation ou pas? Ou avons-nous un parallèle au 19e siècle? Parce qu'une chose est que lorsque nous regardons Netflix et ainsi de suite, les émissions produites nous encouragent souvent à sympathiser avec la classe supérieure. Même dans les séries de rénovation de maisons, vous voyez généralement de grandes maisons, de belles demeures, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de cela. Du côté de la production et du côté des réseaux sociaux, comme sur YouTube, vous avez aussi des mouvements comme le mouvement des tiny house, où les gens partagent des astuces et des conseils sur comment améliorer votre vie. Vous savez, comment rendre la vie quotidienne un peu plus facile. Your life, how to make everyday life a bit easier, and that also has a very popular space, right? Et cela a aussi un espace très populaire, n'est-ce pas? Deuxième question. Nous pouvons les aborder différemment, mais avant que j'oublie, le rôle de l'apocalypse. Parce que nous avons eu, surtout autour des années 2010, beaucoup de films d'apocalypse, des zombies d'une part, mais aussi, vous savez, le film 2012. Il y a beaucoup de films sur la fin de l'histoire ou la fin de la civilisation, ce genre de films catastrophes, qui alimentent aussi, encore une fois, le militaire avec Independence Day et des choses comme ça, qui ont été produites un peu plus tôt. Mais c'est toujours la peur de la fin de la civilisation. Nous pouvons les traiter séparément. Peut-être d'abord les réseaux sociaux, puis les films catastrophes. Commençons par Denis. Doom and gloom. Let's start with Dennis. Oui, comme tout le monde maintenant, les puissants ont peur des réseaux sociaux. Et je pense que l'on pourrait remonter à l'affaire Dreyfus et voir quelque chose de similaire se produire où les agences de renseignement et l'armée étaient terrifiées par les intellectuels publics. Et Émile Zola, le romancier, était célèbre pour son éditorial de journal « J'accuse ». Et cela a vraiment transformé le mouvement en faveur de Dreyfus. Mais c'était une nouveauté. Les intellectuels publics n'avaient pas autant d'influence sur la politique à cette époque. Et aussi, si vous regardez les films réalisés sur l'affaire Dreyfus ou lisez les livres, vous remarquerez que les responsables du renseignement et l'armée étaient également terrifiés par le Parlement, ce nouveau système de gouvernement. Et il y avait beaucoup de diversité dans les partis politiques et leurs positions. Ils savaient que si le parti qu'ils n'aimaient pas obtenait la majorité au Parlement, les choses allaient très mal tourner pour eux, et ils étaient embarrassés. Mais contrairement à aujourd'hui, ils ne recouraient pas aux meurtres, aux disparitions et aux activités extralégales. Ils suivaient en quelque sorte la loi et s'y conformaient. Dreyfus était un homme libre après 12 ans de lutte, ce qui, soit dit en passant, est le même nombre d'années que Julian Assange a été détenu. Je pense de 2012 à cette année. Oui. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime.
Johan, veux-tu dire quelque chose? Let me just try to say something on this matter, but because I think it's Oui, permettez-moi d'essayer de dire quelque chose à ce sujet, car je pense que c'est une excellente observation. Et je pense qu'il y a un parallèle évident entre le développement précoce, l'émergence précoce de la culture de masse proprement dite, et les médias numériques et sociaux à la fin du XXe siècle. Car comme vous l'avez observé je pense que c'était vraiment une période de flux et de diversité politique, pas d'instabilité, mais de diversité politique et culturelle, pour commencer. Et vous n'aviez pas vraiment consolidé correctement ces nouvelles formes de médias, comme le journal et le télégraphe et ce genre de choses. Ils n'étaient pas vraiment consolidés en tant qu'outil de pouvoir. Ils avaient d'autres fins. C'était potentiellement déstabilisant politiquement du point de vue de l'élite dirigeante. Cela avait un potentiel radical, pour ainsi dire. Et c'était aussi très vrai pour les débuts d'Internet, je dirais, surtout pendant la période des années 90, où il était presque entièrement décentralisé. C'est une discussion complexe, et il n'est en aucun cas simple d'en tirer des conclusions politiques. Mais au moins pendant cette période, malgré sa structure hiérarchique et ses origines militaires, il semble que l'Internet et l'infrastructure numérique avaient un potentiel politique vraiment significatif en termes d'influence démocratique populaire. La structure était donc comme ça, similaire à celle des BBS, les systèmes de tableaux d'affichage des années 1990, où vous aviez tous ces petits nœuds partout, sans structure globale pour les naviguer ou les rationaliser. Vous pouviez échanger des messages assez librement sur tout le web. Vous jouiez à des jeux et écoutiez de la musique, bien sûr. Mais une grande partie de cela était soit du contenu piraté, et beaucoup de ce que vous lisiez et consommiez, pour ainsi dire, était en fait généré par d'autres utilisateurs. Il y avait donc un aspect culturel démocratique à cela. Et maintenant, vous savez, vous vous souvenez de quelque chose comme ICQ Messenger ou MSN Messenger. C'était comme un système pour les messages directs. Vous vous connectiez via un compte email et ensuite vous envoyiez des messages directs. Mais maintenant, quelque chose comme ça serait essentiellement mis en procès. Vous savez, comme le fondateur de Telegram et les affaires juridiques autour de cette situation. Et il est essentiellement coupable de fournir la même infrastructure de communication que nous avions tous dans les années 90 et que nous utilisions sans problème. Ce qui reflète clairement comment cette structure de communication potentiellement déstabilisante doit être consolidée du point de vue de l'ordre social, de la structure de pouvoir de la société. Et donc je pense qu'il y a des parallèles importants ici. Je pense que cette consolidation est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle vers le début de la Première Guerre mondiale. Oui. D'accord, merci. Et peut-être que cette question de l'apocalypse, Denis, vous voyez l'apocalypse également reflétée dans la littérature et l'art du 19e siècle. Non, je ne pense pas qu'il y avait une conscience de la fin du monde et de l'impact de l'homme sur la nature à ce point-là. Et il y a une série HBO appelée The Age of Innocence, qui se déroule en Amérique pendant l'âge doré, qui était le terme américain pour la belle époque. Et je pense que l'innocence est un mot-clé. Nous sommes fascinés par ces histoires de cette époque parce que, je pense, une raison peut-être inconsciente est que ces gens n'avaient pas vu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les armes nucléaires, la terreur nucléaire ou la catastrophe écologique à grande échelle. Ils ne pouvaient pas l'imaginer. Donc c'est agréable de revenir et de vivre à cette époque. Mais ce que nous traversons maintenant est peut-être une nouvelle expérience pour la race humaine, de contempler qu'elle pourrait mettre fin à la vie sur Terre. Donc nous voyons ces différents types d'histoires, et les gens aiment être terrifiés, donc elles font un excellent matériau
pour les histoires. Est-ce peut-être plutôt quelque chose de plus ancien que la Belle Époque, vous savez? Is it maybe rather something that's older than the Belle Époque, you know, I'm thinking of the medieval ages. Je pense au Moyen Âge, où en Europe, l'idée de la fin et du jugement dernier était extrêmement importante. Et peut-être aussi dans le puritanisme américain, etc., où l'idée que Jésus va revenir et que nous serons tous jugés et que le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Je pense que là c'est important. Mais peut-être que c'était quelque chose que la Belle Époque n'a pas vraiment pris en compte, n'est-ce pas, Johan? Je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment beaucoup considéré, comme vous le dites, n'est-ce pas? Mais l'apocalyptisme en tant qu'imaginaire social est un élément fixe de l'histoire culturelle occidentale. Et cela remonte bien sûr au début du christianisme, pas tellement à d'autres religions, je dirais. Et je pense que c'est une observation intéressante que oui, cela fait partie de notre histoire depuis 2000 ans, surtout lorsqu'il était à son apogée au Moyen Âge. Je pense en relation avec certaines transformations sociales qui se sont produites. Et je pense qu'il y a également eu une sorte de pic dans les mouvements fondamentalistes au XIXe siècle, surtout aux États-Unis. Donc, si vous cherchez l'apocalyptisme pendant la Belle Époque, vous le trouverez aux États-Unis. Et c'était aussi une sorte de réponse à la sécularisation et à ces processus de critique historique de la Bible, du darwinisme et tout cela. Historical criticism of the Bible, of Darwinism and all that. So these movements are in a sense response to this. Donc, ces mouvements sont en un sens une réponse à ce développement social. Mais je pense que c'est une observation intéressante que nous avons vu moins d'imaginaire apocalyptique que je ne l'avais prévu. Vous savez, comme vous le dites, il y a 10 ans, 15 ans, la culture était imprégnée de ces récits. Je pense que cela a commencé autour de la crise financière de 2007-2008. Je pense que cela a catalysé beaucoup de ces récits, mais j'aurais pensé en voir plus de mon point de vue personnel. Donc, peut-être que le cas est qu'ils sont trop proches de la réalité en ce moment. Ils décrivent la situation un peu trop clairement pour que les gens soient vraiment à l'aise d'expérimenter et de réfléchir à eux. Cela pourrait être la raison ils sont tombés en désuétude. Ils sont tombés en désuétude. Experimenting and thinking about them, that might be the case why they fell out of favor. The other one also fell out of favor and maybe this. L'autre est également tombé en disgrâce. Et peut-être que cela va dans le sens de ce que vous dites, comme si nous étions au-delà du point où la peur est commercialisable, parce que nous approchons d'un point très dangereux. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons également vu l'effondrement des films anti-guerre. Les films anti-guerre ne sont pas populaires en ce moment. Ils l'étaient dans les années 70, 80, 90. Et nous avions des mouvements anti-guerre à la Belle Époque, avec Bertha Von. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom. La grande militante anti-guerre. Vous savez, les premiers jours des grandes sociétés sociales anti-guerre. Le Bureau international de la paix remonte à la période pré-Première Guerre mondiale en Suède. Oui, et tous les mouvements de gauche. Beaucoup de mouvements de gauche étaient anti-guerre. Et ces mouvements anti-guerre, ainsi que les films anti-guerre, ont disparu au cours des 10 dernières années. Et surtout au cours des 2 ou 3 dernières années, ils ont disparu. Sommes-nous en train de nous préparer au moment où nous allons à nouveau avoir, tout comme pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde acclamant que c'est enfin la guerre? Si vous regardez Londres, Paris, Berlin, tout le monde acclamait, enfin, quelque chose se passe. Et c'est le danger d'une calamité sociale comme une guerre mondiale. Peut-être Denis. Oui, eh bien, j'ai mentionné Edmund Morel et sa campagne contre le Congo belge. Il était un héros très respecté en Grande-Bretagne à cette époque. Mais juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il a commencé à parler du danger de l'entente secrète entre la France et la Grande-Bretagne. Il avertissait les gens que cela allait être une catastrophe.
Lorsque la guerre a éclaté, il est devenu un critique de la guerre. Et il a été complètement isolé et ostracisé dans la société. Bertrand Russell l'a soutenu, quelques personnes l'ont fait, mais il se présentait au Parlement à l'époque. Et il ne pouvait plus le faire. Je pense qu'il a aussi été en prison pour une courte période à ce moment-là. Oui, il a été accusé d'envoyer du matériel anti-guerre à des pays neutres. Vous savez, des études sur la neutralité. Et donc il a fait un court séjour en prison, mais après la guerre, je pense qu'il a été élu comme membre travailliste du Parlement. Mais l'isolement et la désolation qu'il a ressenti étaient très similaires à ce que ressentent, je pense, les militants anti-guerre de nos jours, ou ce que les gens ont vécu s'ils n'étaient pas d'accord avec certaines des politiques sur le coronavirus et les politiques vaccinales mises en place par les pays. C'était juste un niveau choquant d'isolement, de haine et d'exclusion dirigé contre ces personnes. Et la répression de la dissidence. Vous ne pouvez pas exprimer votre désaccord, et si vous le faites, vous êtes au mieux un paria et au pire emprisonné. Johan, avez-vous des observations à ce sujet? Je pense que c'est une observation inquiétante de votre part. Je ne l'avais vraiment pas vu aussi clairement avant que vous ne l'exprimiez ainsi, car je pense qu'il est évidemment vrai que la consolidation politique et culturelle nous a poussé davantage vers un point où, eh bien, vous savez, la dissidence devient de plus en plus difficile. Vous pouvez probablement expliquer cela comme un facteur de consolidation politique et culturelle. Donc, si vous, par exemple, suggériez que nous ne devrions peut-être pas rejoindre l'OTAN ou intensifier la situation dans le conflit avec la Russie, alors vous n'êtes plus dans le domaine du discours politique poli. Vous vous dirigez presque vers le domaine du traître. Et c'est une atmosphère politique extrêmement dangereuse, je pense. Mais aussi, comme vous le dites, je reconnais cette observation qu'il pourrait y avoir une sorte de désir de guerre. Il y a un désir profond de mettre fin au conflit à un niveau psychologique, peut-être, car lorsque je lis des discussions dans des forums et des feeds Facebook, je rencontre constamment ce sentiment, ce même sentiment que vous décrivez ici, que nous décrivons ici. Ce genre de rhétorique rappelle celle de Hitler en termes de « frappons à la porte de l'Union soviétique et la maison de cartes s'effondrera d'elle-même ». Il y a un désir de fomenter cette guerre et de la mettre déjà sur les rails. Et il y a une très forte croyance en la supériorité de l'Occident et en l'invulnérabilité de l'Occident, ce qui n'est pas très éloigné du sentiment nationaliste que l'on voyait partout avant la Première Guerre mondiale. Donc oui, c'est un peu inquiétant, je pense. C'est parce que c'est ce sentiment qui se transmet ensuite dans la société en général. Et je n'ai pas tellement peur de quelques illuminés en politique. J'ai peur des masses. Quand les masses commencent à boire le Kool-Aid, alors nous avons un problème. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un gars qui dit « Voulez-vous une guerre totale ou voulez-vous libérer l'Ukraine et battre les Russes ?» Et alors les masses diront « Hurrah !» Et à la fin de la journée, vous avez besoin des gens avec les armes qui courent vers les balles. Je n'oublierai jamais cette conversation que j'ai eue. C'est une parenthèse, avec un Japonais, il y a 20 ans, qui à l'époque avait 80 ans, et il a combattu à Okinawa. Et évidemment, il a survécu. Et je lui ai demandé, quel est le secret pour survivre à une guerre comme celle-là? Et il m'a dit, tu cours toujours avec les balles, jamais contre les balles. J'ai pensé que c'était un très bon point. C'est une observation très intelligente, mais nous encourageons cela en ce moment, cet héroïsme de courir vers les balles, si nécessaire, n'est-ce pas? Intéressant. Si je pouvais revenir sur une chose de plus à propos des films apocalyptiques, je pense que vous pourriez aussi remarquer qu'il y a eu une longue série de films sur les pandémies
au début de ce siècle. Et puis, quand 2020 est arrivé, j'ai regardé autour de moi, je me suis demandé ce que le Dr House dirait de cette situation et comment il la représenterait. Et bien sûr, le Dr House était parti depuis longtemps. Cette série était terminée. Mais il n'y avait pas d'autres drames médicaux d'une popularité significative à ce moment-là. Et curieusement, ils ont simplement disparu. Et s'il y en a un qui revient, je ne sais pas comment ils vont représenter ces années. Vous savez, ils pourraient simplement utiliser la série comme un outil de propagande pour montrer un point de vue. Mais, vous savez, les patients qui entrent dans un hôpital à la clinique vont avoir des opinions très divisées à ce sujet. Donc, je ne sais pas comment ils pourraient avoir un drame télévisé moderne qui dépeint honnêtement ce que les gens se disputaient vraiment à cette époque. Turinap expedis palace. Ouais. Alors tu penses qu'ils ont finalement arrêté Coronation Street? C'est ça? Ce feuilleton britannique de longue date, je crois qu'il est diffusé depuis les années 60. Je ne suis pas familier avec celui-là. Je veux juste aussi mentionner que j'ai un ami et collègue à l'université de Lund en Suède. Ils viennent de commencer un projet de 5 ans sur la fin du monde. Il s'appelle une approche transdisciplinaire de l'imaginaire apocalyptique dans le passé et le présent. Donc, ils essaient d'approfondir un peu ces questions sur lesquelles tu viens de demander des perspectives. Et la chercheuse principale est Jane Svenungsson. Elle faisait partie de l'Académie suédoise. Donc, regarde ça si tu es intéressé. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait valoir le coup. Merci beaucoup, je le ferai, car je pense que nous devons étudier davantage ces sujets et aussi discuter dans des podcasts comme celui-ci, des parallèles historiques. Il y a certaines choses qui passent inaperçues. L'un des projets qui sera très intéressant sera un projet que j'aimerais appeler 1885. Le projet consiste à dépeindre la vie de personnes qui ont vécu 100 ans dans une ville à travers le monde. Prenons-en 20, et elles vivent de 1885 à 1985. Ensuite, nous décrivons ce qu'elles ont traversé et comment le monde autour d'elles a évolué. Car nous avons des exemples de personnes qui n'ont jamais déménagé une seule fois, mais dont les nationalités ont changé 2 ou 3 fois, surtout en Europe centrale. Imaginez que vous soyez né quelque part dans les Balkans en 1885. Imaginez comment votre nationalité saurait changer sans que votre maison n'ait changé une seule fois. Des perspectives intéressantes. Un endroit comme Trieste. La Bosnie-Herzégovine. Fue l'année sabbathée la conférence de Berlin qui accédait l'année contre l'Afrique. C'est bon. Mes collègues, merci beaucoup. C'était un discours un peu différent de ce que je fais habituellement, mais je le trouve très intéressant et fascinant. Pour les personnes qui veulent vous suivre, où peuvent-elles vous trouver? Oh, j'ai un blog, juste mon nom, Dennis Rich, avec un point entre le prénom et le nom de famille sur WordPress. J'ai aussi un Substack. Je mettrai cela dans la description également. Et toi, John? Eh bien, j'ai aussi un Substack. Il s'appelle shadowrunners.substack.com, je crois. Shadowrunners. Et regardez le podcast Aesthetic Resistance sur Substack. Résistance esthétique. D'accord, tout le monde. Ce sera dans la description. Joanne et Denis, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est vraiment un honneur d'être ici avec toutes les personnes illustres que vous avez reçues sur votre chaîne YouTube. Vous avez eu un grand succès avec elles et j'espère que cela continuera. Merci. Merci les gars. À bientôt. Prenez soin de vous. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon.
Le lien, c'est dans la description. Merci beaucoup.